Donc voilà, donc tout le savoir-faire, effectivement, n'est pas pérenne, certainement à 100%. On verra par la suite, tu parlais de civilisations technologiques qui auraient pu exister dans le passé, et donc on a difficilement des traces aujourd'hui. Tout ça c'est possible, bien sûr, mais nous sommes les enfants que de choses qui ont été transmises. Et il y a certainement des choses que l'on ne nous a pas transmises, c'est possible, hein, voilà. Hein, donc dans la transmission, comme on voit par exemple, que ce soit à l'âge de pierre ou au Moyen-Âge, donc il y a un apprentissage, et que cet apprentissage est toujours hiérarchisé. Hein, c'est toujours le plus ancien qui montre au plus jeune, c'est normal. Comme là, vous m'écoutez, hein, voilà, je vais avoir 69 ans, j'ai les cheveux blancs. Voilà. Vous m'écoutez avec respect, j'espère. Et que... Ça troll pas mal. Je sais que le respect se perd, comme on dit, et on verra pourquoi, parce que c'est normal, hein, qu'au bout d'un moment, il y a une rupture, qu'on ne croit plus les anciens, mais ça pose des problèmes, effectivement, dans la transmission du savoir. Et que cette transmission du savoir est toujours, effectivement, verticale, et on parlait de l'aspect religieux, même de ça, puisque on sait que dans les religions primitives, les plus primitives, les premières religions, c'était l'adoration des ancêtres. Et ça, c'est dans beaucoup de religions, hein, tu vois, même je pense qu'au Gabon aussi, on doit rendre hommage aux ancêtres, et que dans les religions grecques primitives, la seule religion qui existait, c'était les Lars, hein, les Pénates, et que les ancêtres étaient déifiés, c'était des dieux domestiques de la maison. Et pourquoi ces dieux, pourquoi les ancêtres étaient des dieux? Parce que c'était les ancêtres qui transmettaient le savoir, et on avait besoin de ce savoir pour être avec un grand E, pour être, on a besoin du savoir des anciens. Et donc, toutes les religions, évidemment, ont fait des ancêtres des dieux. Hein. Tu peux aller en Afrique, tu peux aller dans n'importe quel endroit. Dans les civilisations, oui, qu'on dit primitives. C'est basique, mais primitive, oui et non, parce que quand on a vu, j'ai expliqué... c'est comme ça qu'on les appelle ici, on dit primitives à chaque fois. Oui, mais ça... C'est un peu dénigrant comme terme. C'est à cause de Jules Ferry. Hein. Certainement. Même Jules Ferry ici. Hein. On va mettre sa photo, Jules Ferry. Elle va mettre... Arrête, c'est un grand ami de la République, Jules Ferry. Ouais, justement, c'est un imposteur. Hein. Et que... mais bon, on fera un dialogue avec Marion Sigaud. J'ai fait une bise au passage. Je dis République, tu viens. Mais non, on est d'accord à 80% avec Marion Sigaud, mais il y a 20%, on va se filer des baffes, mais c'est pas grave. Bon, et que... oui, puis il y a un autre, tu vas mettre Jules Ferry là, une Jules Michelet à côté. Donc pour jouer aux fléchettes sur ces deux abrutis. Et donc, ouais, j'en étais effectivement que toute société fait de ses ancêtres des dieux, mais le christianisme également, parce que on l'appelle bien le Très-Haut des musulmans, nous on l'appelle le Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père, on sait très bien que ce terme pater vient justement de la religion des ancêtres qu'avaient les premiers Grecs, et qu'ils avaient transposé ce terme qui n'était plus géniteur, parce qu'il y avait génitar, qui était celui qui était génétiquement le père, mais qu'on avait oublié ce terme de génitar pour mettre pater, et qui veut dire non pas père géniteur, mais qui veut dire prêtre. Et donc qu'on voit bien que dans l'évolution des religions, le christianisme a hérité de ce terme-là, hein, pater noster, notre Père qui est aux cieux, que votre règne arrive, etc., etc. Vous voyez, bon,
J'ai entendu parler de ça. Ben non, mais pas terre, en plus, en langage des oiseaux, c'est pas à terre, donc pas à terre, donc au ciel. C'est vrai. Oui, mais ça vient d'une racine grecque très, très, très ancienne. Même les Grecs parlaient le langage des oiseaux. Et que vous avez aussi le dominus vobiscum, hein, ça veut dire le propriétaire est avec vous, c'est tout, puisque étymologiquement le dominus c'est le propriétaire, et que le propriétaire est devenu le seigneur, hein, et que donc c'est toute une filiation de concepts qui fait que finalement, d'une filiation de concepts logiques, parfaitement logique, qui fait un monde qu'on aime, qu'on adore, le maître et le père. Le maître et le père, c'est le même, c'est le Dieu, c'est le maître. Je suis votre maître, je suis votre père, et donc vous m'écoutez et vous l'affirmez. C'est comme ça qu'on enseignait il n'y a pas si longtemps. Bah, heureusement que ça a changé. Ah ben ça a changé, bien sûr. Mais dans la transmission du savoir, il doit y avoir une crédibilité de celui qui enseigne. Celui qui enseigne doit donner une vraisemblance, ça doit être vraisemblable à celui qui reçoit. Et donc, il doit y avoir un respect, forcément, de celui qui enseigne. Parce que s'il n'y a pas de respect, on ne va pas croire les balivernes qui racontent, puisque ce sont toujours, évidemment, des balivernes. Hein, on va expliquer pourquoi est-ce que tout ce qu'on dit, ce sont toujours des balivernes. Donc ça c'est clair. Bah oui, il y en a qui ont repris justement, parce que tu sais bien que l'émission précédente, elle avait beaucoup marqué, donc ça parle beaucoup justement de ce sujet-là sur les croyances. Il y en a qui étaient d'accord avec toi, qui disaient oui, bon, on est d'accord, il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Bon, alors, on va reprendre ça, mais c'est vrai que ce sont des concepts qu'on peut discuter à l'envie. Bon, dans le savoir, il y a deux choses. Il y a les méthodes qu'on va transmettre, et que ces méthodes sont valides. Alors ce qu'on trouve valide, c'est que ça fonctionne. Hein, donc le type du paléolithique, il faisait son biface, et puis il le faisait, puis paf, il allait à la chasse, il perçait son mammouth avec, c'était bien, ça fonctionnait, donc il pouvait expliquer la méthode aux autres. Ça fonctionne. En face de moi, j'ai un ordinateur, hein, qui est bâti à partir des connaissances des propriétés du silicium et des propriétés semi-conductrices du silicium. Les premiers ordinateurs, c'était des lampes. Hein. Ouais. Donc tu faisais des lampes et tu faisais des portes. En fait, l'informatique, ça équivaut à faire des et, des ou. Hein. La logique se fait avec des et et des ou des nord, des non et, des non ou. Hein, tu as 4 logiques et tu fais tout ça, voilà, avec 4 logiques. Hein, c'est binaire, voilà. Et donc cet ordinateur est fait à partir de cette invention des propriétés du silicium. On aurait pu faire le même en 1945, mais il aurait tenu dans ton immeuble. Hein, c'est ce qu'il y a là. La même chose. Même pas, je sais pas, il aurait fallu même mettre tout le quartier pour que ça fasse la même chose que ce petit ordinateur. Donc tout ce qu'on a réussi à faire, c'est à réduire, puisque celui qui a inventé cette logique d'ordinateur, c'est Thuringe. Il l'a inventé pour casser la machine Enigma allemande. Hein. Voilà. Donc on appelle ça machine de Thuringe, ça a été utilisé, les premiers, pour faire la bombe atomique aussi, juste après. Hein. Les gros ordinateurs, et tu sais ce que ça vient, le bug. Le bug, tu sais ce que c'est qu'un bug? C'est un cafard. Hein, le bug, c'est un cafard, et que au début, donc tu avais des relais, tac, 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 et que tu avais des cafards qui étaient bien au chaud parce qu'il y avait les lampes, et ils se mettaient dans les relais, puis paf, ça faisait pas le contact. Ah oui, parce qu'en anglais, c'est un cafard. C'est un cafard. Ben voilà, donc voilà, en fait, là tout à l'heure, on a eu un gros cafard qui est intervenu, et que, voilà, tu vois d'où ça vient. Les choses viennent toujours du passé, et viennent du fait que les premiers ordinateurs, c'était des contacts avec mécanique, hein, des contacts qui se faisaient, et puis tu avais des lampes qui faisaient la logique. Voilà. Bon. Mais ils marchaient de la même façon que
que celui-ci. Au lieu d'avoir un écran, tu avais une télétype, tu avais une espèce de machine à écrire qui fonctionnait avec des aimants, des électroaimants qui tapaient sur des trucs. Ah, j'ai connu les télétypes, hein. J'ai connu les premiers ordinateurs, j'en ai connu des choses que vous n'avez pas connues, vous les jeunes, des trucs curieux. Bon, voilà. Et donc, le passé, il ne faut jamais en faire table rase, parce que finalement, si le respect se perd, et s'il n'y a plus de transmission des savoirs, il n'y a plus de société possible. Hein, et c'est ça le problème. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, j'étais dans la transmission du savoir. Ah oui, entre j'avais expliqué l'explicite et l'implicite, c'est-à-dire les savoir-faire qui étaient implicites et les instructions qui se rajoutaient sur les savoir-faire. Donc, j'étais dans les méthodes. Voilà, je reviens au truc. Donc, il y a deux caractéristiques. Il y a les méthodes dont on s'aperçoit qu'elles fonctionnent. Et ça nous satisfait. Ça marche. Voilà, on ne sait pas. Il y a des tas de gens d'ailleurs qui ne savent pas des tas de gens, parce que tout le monde ne sait pas comment que ça marche. Ils s'en foutent, ça marche. Moi, il se trouve que je sais exactement comment tout marche ici. Comment fonctionne une caméra, les pixels, les CCD, les LCD, les machins, parce que c'était mon métier. J'avais une société qui fabriquait des caméras, et les caméras qu'on fabriquait n'étaient même pas des caméras pour voir, mais des caméras intelligentes, et qui faisaient l'analyse d'image directement et transmettaient ce qu'elles voyaient. Hein, en disant, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tu vois, hein, tu vois, donc je voulais amener les prototypes et j'ai oublié. Voilà, donc, mais si moi je sais comment tout marche, ou à peu près, la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne ni leur bagnole, ni leur frigo, ni leur truc. Ça les regarde. Moi je ne peux pas vivre sans savoir comment ça marche. Et ça m'a amené à voir comment marche la société, à essayer de voir comment que ça marche. Donc j'essaye de vous instruire aussi comment fonctionne une société. Donc voilà. Donc la base de la méthode, c'est que on a des instructions qui sont écrites sous forme d'instructions. Tu fais ci, tu fais ça, sous forme de plans, de schémas. Hein. Et donc ça c'est la partie instruction. Et puis l'autre partie, il y a des savoir-faire. Je sais pas, on m'a fait ça. Je sais pas. Mais non, c'est pour faire la pause, parce que les gens arrêtent. D'accord. Alors, donc je termine juste ce propos-là. Et donc, on se pose pas de questions. Ça marche, ça marche. Personne va contester qu'un ordinateur, ça marche. Personne va dire qu'il y a le bon Dieu là-dedans, ou il y a un diable, ou n'importe quoi qui le fait marcher. Ça marche. On donnait l'exemple dans les cours d'ethnométhodologie des Indiens qui dansent pour faire tomber la pluie. Tu vois ? Hein, ils dansent pour faire tomber la pluie. Mais pour eux, ça marche, parce que la pluie finit toujours par tomber. Donc, le fait que ça marche ou pas, c'est notre propre appréciation. Bon, nous, on a des bugs, mais on s'en accommode. Pour nous, ça marche, malgré le fait que parfois, ça tombera. Donc, ça marche, et notre acceptation de que ça marche. Et cette acceptation, elle est c'est nous qui la donnons, on accepte ou on n'accepte pas, quoi, tu vois, hein. C'est pas quelque chose, voilà. Et puis l'autre partie, on va en parler, l'autre partie du savoir, c'est le savoir théorique, ce sont les grandes idées, et que là, évidemment, c'est plus problématique, parce qu'elles ne sont pas confrontées au fait que ça marche ou pas, et puis c'est la science, alors on verra comment fonctionne la science. Bon allez, on va passer, alors j'ai encore passé les clips du journal de personnes sur... Oui, on a du poker nietzschéen. Alors tout le monde m'a demandé, ouais, mais pourquoi le journal de personnes, tu dois être amoureux de la belle. Je dis bien... Il y en a qui demandaient si c'était ta femme. Écoute, non, c'est pas ma femme, je le regrette, mais bon... C'est pas cache ton rictus, c'est parce que je lis votre femme. J'ai même jamais parlé. Mais je trouve ce qu'elle fait, c'est puissant. Alors c'est puissant, c'est pour ça que je le mène à des émissions de réflexion, parce que ce qu'elle dit donne toujours à réfléchir.
Ça donne à réfléchir, c'est pas des trucs, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu réfléchis à ce qu'elle dit, c'est bien dit, c'est bien fait, et donc comme c'est une partenaire, eh ben, on en profite pour la faire passer. Ok, bon, on va faire la pause et puis on revient juste après et puis on va répondre aux questions parce que là ils sont impatients, il y a 40 milliards de questions. Bon. Et oui, vous avez demandé la pause insidieusement, mon cher Ozzy, c'était pas une pause déclarée, mais je vous connais. Alors on fait la pause, vas-y, à toi Steph à la régie. Ok, de retour après journal de personnes. Alors Alain, tu voulais nous parler en plus de la science. Oui, je terminerai par la science. Je vais essayer d'être bref parce que là, j'ai parlé de la transmission du savoir des méthodes et que finalement, les méthodes, on n'a pas trop à se poser de questions. Et simplement, une méthode, elle marche ou elle marche pas. Donc c'est clair, hein, ta bagnole, elle marche pas. Voilà, ton frigo, il marche ou il ne marche pas. Donc voilà. Et ces méthodes sont souvent liées à des découvertes scientifiques. Hein. Donc il n'y a pas réellement de coupure entre la méthode qu'on va appeler la technologie et la science qui est le savoir théorique. Donc on sait que par exemple il y a des grandes idées scientifiques du 19e siècle qui ont donné lieu à des méthodes extrêmement importantes. Alors, je voulais parler d'Avogadro, s'il trouve le portrait d'Avogadro, qui est Avogadro qui a inventé la relation entre la pression, le volume et la température. Hein. PV égale nRT, et que cette relation entre la pression, la température et le volume a donné lieu à machine à vapeur, à moteur à explosion et au réfrigérateur. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends une pompe à vélo, tu bouches le bout, tu comprimes et tu vois que c'est chaud. Hein, et puis si tu lâches, pouf, ça revient, et puis c'est plus chaud. Donc en fait, si tu arrives à chauffer un gaz, eh bien il va se dilater. Et donc en se dilater, il va agir mécaniquement. Donc dans ton moteur à explosion, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mets un mélange d'air et d'essence, hein, et puis tu vas mettre une étincelle, et donc il y a une réaction chimique qui va se créer, qu'on appelle exothermique. Exothermique parce qu'elle relâche de la chaleur, et donc le gaz donc chauffé fortement va se détendre et pousser le piston. Comme ça, ta bagnole, elle fonctionne. Donc sans voilà, ce monsieur Avogadro, un Italien devrait lui dresser des statues un peu partout, et que aussi de la même manière dans ton frigo, si tu veux, hein, tu as un compresseur, tu as un radiateur, donc on va comprimer un gaz, le rétablir, donc il va chauffer, on le rétablit à la température extérieure, hein, donc il redevient à la même température que l'extérieur, et tout d'un coup on va détendre ce gaz. Hein, et la détente de ce gaz produit du froid. Ouais. Donc c'est comme ça que fonctionne le frigo. Alors je parle de cette technologie parce que je parlais 30 secondes de Prigogine et de la science, parce que finalement les thermodynamiciens, là, comme Prigogine, comme Avogadro, comme Poincaré, tu parlais de Poincaré, donc avait une vision de la réalité différente des mécaniciens, qu'on appelle la mécanique newtonienne, hein, c'est-à-dire une mécanique qui se met en équation. Hein. Par exemple, si je prends un objet, je le laisse tomber, hein, un objet, paf, hop, je laisse tomber, je peux calculer à partir de T0 exactement sa position, et en fait cette mécanique newtonienne est réversible,
C'est-à-dire qu'à tout moment, quand je change, donc c'est x égale 1,5 de gamma t2 plus v0t plus x0, voilà. Et donc si on change t, ben on change x. Donc tu peux changer t comme tu veux et c'est toujours c'est réversible. Donc toute la physique jusqu'à Prigogine était une physique réversible, y compris la mécanique quantique. Alors, je donne un exemple plus facile à comprendre, qui est dans la mécanique céleste le mouvement des planètes, puisque à partir de ces équations simples, Newton a pu prédire le mouvement des planètes. Donc on peut savoir quelle était s'il y avait marée haute à Plougastel d'Alouas en 1325. Tu vois, on peut le savoir. Facile. Et on peut savoir s'il y aura marée haute à 13h15 à Plougastel d'Alouas en 2200. Tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanique réversible, parce que finalement, on peut calculer la position des éléments. Hein, on la calcule tout le temps. Et puis, tu changes un paramètre et tu changes la position. Tu changes t et tu changes la position. Donc ça, c'est une manière de concevoir les choses. Mais quand on a commencé à faire des machines à vapeur, tout ça, ça ne marchait pas, parce que finalement, quand tu vois que quand tu comprimes un gaz, tu vois que ça chauffe. Mais pourquoi ça chauffe? Parce que les molécules du gaz s'entrechoquent. Tu vois, moi je suis une molécule, tu es une molécule, t'es trop près de moi, pousse-toi, tu vois, c'est ce qu'elle dit la molécule. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Tu as toutes les molécules qui sont là, qui s'entrechoquent. Tu vois, hein, ce qui fait qu'ici, tu as l'éclairage qui a chauffé l'air, on a chaud, parce que a mis ces molécules en mouvement. Hein, et des photons sont venus taper dessus, ça les a mis en mouvement, et donc ça chauffe, on a cette sensation de chaleur. Et alors si on va dehors, les molécules d'air, elles ont plus d'espace. Donc on a une sensation de froid. Et donc, comment rendre compte de ça, d'un gaz? Hein, alors on va dire gaz et chaos, c'est la même chose, ça vient du même mot. Hein, c'est-à-dire le chaos, c'est-à-dire le mouvement brownien, c'est-à-dire toutes ces choses qui s'entrechoquent en permanence et dont on ne peut pas connaître la position de chaque molécule. C'est impossible. Donc tu peux déterminer ton gaz que par une équation générale qui représente statistiquement l'état de ton gaz. Hein, donc tu trouves par la pression, par la température et par le volume. C'est comme ça que tu le détermines. Je peux pas connaître la position géométrique de chaque molécule. Il y en a des millions ici dans cette pièce. Tu vois, tu le sens. Si tu fais ça, tu sens que tu as quelque chose. Donc c'est pas possible. Et donc on voit bien que, ne pouvant pas déterminer la position des particules d'un gaz d'une façon mécanique, avec la mécanique newtonienne, que cette position est irréversible, c'est-à-dire que tu vois que cet ensemble de molécules s'est entrechoqué, et que tu ne peux pas connaître la position, et que jamais chaque molécule reviendra à sa position initiale. Enfin, jamais ça n'existe pas, mais la probabilité qu'elle pourrait revenir, mais avec une probabilité infime que ça revienne. Hein, puisque là, on n'est plus en calcul déterministe, mais en calcul de probabilité. Et donc, Prigogine a donc dit, alors, il y a une flèche du temps. Il y a le temps, ça existe. Et donc, il a complètement bouleversé la perception des choses, et que donc il a
redéfinit toute la connaissance. Hein. Bon, je vais vous lire un passage, je n'ai pas le temps de vous lire un passage de Prigogine, et que finalement, le savoir même théorique, et il y a un savoir avant Prigogine et après Prigogine, y compris en matière de mécanique quantique, qui est une mécanique réversible, y compris la quantique. Et le fait de dire qu'il y a une flèche du temps, il y a un temps qui s'écoule, c'est-à-dire que quand vous m'avez vu la première fois, j'étais peut-être un peu plus gros, quoi, peut-être moins de cheveux blancs, pas de cancer, j'ai eu un cancer, voilà, donc je reviendrai jamais en arrière, et que il y a dans toute chose, il y a un phénomène qu'on appelle l'enthalpie et l'entropie, c'est-à-dire l'entropie, c'est le phénomène inexorable de la flèche du temps, ce qui est inexorable, hein, c'est-à-dire qu'on va vers l'entropie, c'est du plus complexe au moins que c'est-à-dire je vais me dégrader, c'est ça dans la religion, tu es poussière, tu redeviendras poussière, je vais finir comme un tas d'os, comme toi, finira comme un tas d'os, et puis je raconterai plus mes conneries parce que je serai un tas d'os. Donc voilà, donc je peux raconter parce que je suis en état de complexification, encore mental, j'apprends des trucs, donc j'en ai encore en état actif de biologique et de complexification, et bientôt j'y serai plus, et le temps fait que finalement le temps va à la fois vers la dégradation, hein, mais va aussi vers la complexification. Ce sont deux forces en opposition d'enthalpie et de l'entropie. Bon, alors, c'est pas si vous avez 2-3 jours, je pourrais vous expliquer ça. Mais c'est quelques petites notions qui montrent que finalement, la science d'aujourd'hui n'est pas la même que celle du XXe siècle, n'est pas la même que celle du XIXe siècle, et que la connaissance, avec un grand C, si tu veux, est quelque chose de bien relatif, et que même si un type dans 5 siècles, il va lire Prigogine, il va être mort de rire. Tu vois, hein, parce que, effectivement, lui, qu'est-ce qu'il fait Prigogine? D'abord, quand il a écrit ça, il était très vieux, mais il passe sa vie, là, à poser des questions fondamentales. Il en pose plus que il arrive à en résoudre, et que ces questions, évidemment, portent beaucoup sur l'être, hein, parce que là, je vais finir par les embranchements, hein, comme lui il définit les changements dans la nature, c'est un chimiste, hein, par un embranchement, c'est-à-dire que il y a un phénomène qui se perpétue, et puis tout d'un coup, il y a un événement qui fait que ce phénomène, au lieu de se développer dans la voie où il était précédemment, il va commencer à aller dans une autre voie. Donc il se trouve quand même que quand on a une ligne comme ça, un embranchement, quand on est au début de l'embranchement, on ne voit pas bien la différence, parce que c'est pas marqué. La différence, on la voit après. Hein, et donc, ce système de changement par embranchement, c'est comme ça que se produit tout changement dans la nature. Donc il montre que dans la nature, ça se fait comme ça, que l'évolution se produit de la même façon. Et que, donc, on va voir que, par exemple, on va terminer par le fait que la crédibilité sociale, hein, a été bouleversée par un embranchement qui s'est produit le 11 septembre 2001. Donc je vais reparler brièvement de la crédibilité et de la vraisemblance. En reparlant de la science. Donc, comment on fait la science? Et comment la science, on fait la science pour que ça soit crédible socialement. Je dis bien socialement. Hein. Donc, on a créé une méthode qu'on appelle méthode scientifique, qui est une méthode qu'on peut dire arbitraire si l'on veut, et qui est basée sur deux choses, qui est d'abord l'expérimentation,
Donc toute science doit être expérimentale, hein, et reproductible. C'est-à-dire, j'ai fait un truc, j'ai fait ça, c'est expérimental, je sais que ça tombe, et je peux calculer avec l'accélération de la pesanteur, l'équation, hein, x égale 1,5 de gamma d2 plus v0t plus x de 0. Facile si je prends la position à chaque fois que je tombe. Donc ça, c'est expérimental. Ça doit être expérimental et reproductible. C'est-à-dire que si toi tu fais la même chose, ça doit faire pareil. Et donc, moi je vais écrire, donc c'est Galilée qui est le premier qui a trouvé ça, hein, en faisant glisser des billes sur des plans inclinés, et puis que tout le monde a fait ça, puis a écrit que, ah oui, ça marche. Et quand tu as le collège des mathématiciens, ou le collège des chimistes, ou le collège des physiciens, qui s'est réuni dans un congrès, et qui a dit, ah bah ouais, toi t'as fait ça, tout le monde dit, tout le monde se dit, ah bah ouais, on est d'accord, donc ça marche. Donc on l'a foutu dans la science. Bon, ça donne une crédibilité sociale, et ça permet aux gens de dire, bah ouais, ça peut être vrai, puisqu'il y a 50 mecs, 100 mecs, ou je ne sais combien, qui font la même chose, qui ont trouvé que c'était pareil, donc on est en droit de croire. Donc c'est crédible. Alors tout ceci ne veut pas dire du tout qu'un mec dans son coin, il a fait une expérience. Hein, je sais pas, l'histoire des pyramides, il a trouvé que, je sais pas quoi, c'est extraterrestre, je sais pas quoi, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Hein, mais ça veut dire que socialement, il a peut-être pas tort, mais socialement, il n'a pas raison. On va reprendre l'exemple de Giordano Bruno, si tu vois son portrait, tu nous mets, Giordano Bruno, au XVIe siècle, il a dit l'univers est infini, et puis il y a la double révolution, c'est-à-dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, etc. Et puis, donc, il a expliqué une conception du monde qui est admise aujourd'hui, mais à l'époque, on l'a foutu sur un bûcher, on l'a cramé. Hein, parce qu'on lui a dit, eh ben non, c'est un blasphème, voilà, ce que tu as dit, tu ne dois pas le dire, tu ne dois même pas le penser. Et donc, mais par contre, aujourd'hui, c'est admis par tout le monde. Donc, ce qui n'était pas admis de son temps, il était tout seul pour dire ça. Après, il y a eu Galilée qui a dit la même chose, mais Galilée, on l'a mis en procès, puis il a dû se rétracter. Alors, pareil qu'il a dit, mais pourtant elle tourne. Mais ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il a dû dire, ah ben non, non, c'est bien, il y a bien la Terre, puis c'est le Soleil qui tourne autour. Bon, il était obligé de dire ça, parce que sinon il passait au bûcher. Bon. Donc on voit bien que la crédibilité, elle change. Et la vraisemblance, elle change avec les époques. Et donc la vraisemblance d'aujourd'hui, ça ne sera pas la même que celle qu'il y a demain. Et ce qu'on croit aujourd'hui, hein, ce qu'on croit socialement aujourd'hui, c'est pas ce qu'on croyait il y a 100 ans ou 200 ans ou avant, et c'est pas ce qu'on croira dans une centaine d'années. Voilà. C'est ce qu'on croit socialement. Donc on a dit, on pense que la croyance, elle est sociale. Et c'est quelque chose qui est qui n'est pas mécanique, quoi. Voilà, c'est la vraisemblance. Alors justement, on va en terminer par là avec ce fameux 11 septembre, parce que qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? C'est-à-dire que il y a une version d'attentat complètement abracadabrantesque, hein, qui n'est pas crédible scientifiquement. Et donc, toi, tu m'as expliqué tout à l'heure, et moi-même, le jour même, voyant ça, moi qui suis un technologue, j'ai dit, tout ça, il n'y a rien qui tient debout, c'est pas possible. Rien n'est possible. Et puis, nous, on pensait, avec Thierry Messon, il y avait le réseau Voltaire, que tout le monde allait dire que non, ça se tient pas, quoi. On était persuadés, et on avait des contacts avec des journalistes. Je me souviens, moi j'ai moi-même parlé avec Jean-François Kahn à l'époque. On était proche de Marianne, et que j'étais abonné à Science et Vie. Je me disais, Science et Vie, il va faire un article là-dessus pour dire que tout ça c'est des balières. Et puis, non. En fait, tout l'institutionnel, c'est braqué là-dessus
pour dire que ces balivernes qui étaient vues par tout le monde, parce que tout le monde pouvait voir que c'était pas crédible, hein, c'était effectivement les tours, c'était les étages qui s'étaient tombés les uns sur les autres, et ça à la vitesse la vitesse où je lâche mon truc. Donc de la gravité, donc c'était pas possible, il suffisait même pas de réfléchir, quoi. Quand tu connais 3 mots de physique, tu as été jusqu'en terminale, tu dis c'est pas possible. Voilà. Bon, et puis quand tu vois le trou avec sur le Pentagone, tu dis bah là, tu vois l'avion, ils sont passés où les ailes, tu dis ah non, elles sont pliées, ben non, plutôt l'énergie cinétique aurait dû faire qu'elles aillent en avant, c'est normal, hein. Au lieu de se plier. Donc on voit, ils nous ont raconté des grosses conneries. Alors, évidemment, quand on a l'autorité, on a vu tout à l'heure que la transmission du savoir se fait par autorité. Ça s'est toujours fait par autorité. Le professeur en chaire, il dit voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Les étudiants, ils sont là. Ah oui, maître, mon cher maître. Ah, on l'appelait maître. Hein, donc, la transmission se fait par l'autorité, et là, on a des institutions, des journalistes, y compris, on a parlé du MIT, le MIT, grande institution technique et scientifique, qui a essayé de prouver que tout ça, ça marchait, donc il s'est complètement couvert de pipi, et puis tous les gens qui sont là pour te raconter l'histoire, hein, le journaliste, soi-disant 4e pouvoir, ou 3e, j'en sais où, 1e, j'en sais rien, c'est pas des conneries. Et donc, les institutions, les partis politiques, c'était la société avec un grand S, la société dans laquelle on croyait, même moi j'y croyais dans cette société, j'étais un mec de gauche, je croyais en la gauche, voilà. Ben, cette société nous a raconté un gros mensonge énorme avec un nez de Pinocchio de 3 km, et que, évidemment, à partir du moment où tout l'institutionnel s'embourbe là-dedans, ben, évidemment on ne croit plus. Hein, donc la croyance, elle se brise, la vraisemblance se brise rapidement à partir du moment où on s'aperçoit que ce qu'on vous raconte c'est faux, et que finalement pourquoi pas tout ce qu'on va raconter après serait vrai. Hein, menteur une fois, menteur un jour, menteur toujours. Donc à partir de ce moment-là, à partir du 11 septembre, il y a eu tout un processus qui s'est engagé, qui a complètement décrédibilisé la vraisemblance sociale. J'emploie des termes, bon, vous comprenez, la vraisemblance sociale, c'est-à-dire tout ce que les maîtres avec un grand M vous racontent, et que maintenant, que ces maîtres-là qui vous racontent, si c'est vrai, même si c'est vrai, on croit que c'est des conneries. Donc maintenant, il n'y a plus... La crédibilité sociale est en voie de disparition, et que c'est même la société qui est en voie de disparition. C'est tout, c'est le respect dans les anciens qu'on voit qui se dégrade complètement, c'est toute la construction sociale qui est en pleine dégénérescence du fait de ce 11 septembre. Alors, il y a une société qui est en train de mourir, on ne va pas pleurer sur elle, et que finalement on a pris un embranchement vers quelque chose qui sera différent, et que dans ce différent, il y a évidemment un élément essentiel dont on a vu tout à l'heure, que la pensée, l'être étant lié à l'outil. Hein, c'est l'outil qui fait l'être, et que là nous avons une pratique, je ne vais pas parler de pratique, mais le mot pratique est extrêmement important, c'est-à-dire quel est l'outil que tout le monde va utiliser en permanence, et qui va créer nos allants de soi et notre mentalité. Et ben c'est ça, vous avez vu, c'est l'ordinateur, c'est-à-dire l'ordinateur qui nous permet de pouvoir vous parler, tout n'est qu'informatique, l'ordinateur qui permet d'avoir des échanges en réseau dans lequel il y a moins de maîtres, mais il y a des gens qui échangent des données, et qui nous donnent accès à un très très grand nombre
de données dans le monde. Et on voit par exemple avec l'Ukraine en ce moment, tout le monde est quasiment informé en temps réel de ce qui se passe, et que évidemment pour ceux qui veulent et qui sont en train de créer des problèmes là-bas, c'est de plus en plus difficile. Voilà. Alors, alors les gens sont impatients de poser des questions. Allez, vas-y. Alors Roule ma poule. il faut qu'on pose des questions parce que là, ça s'agite sur le chat.